Bon, bonjour à tout le monde. Je vous souhaite la bienvenue dans ce webinaire qui portera sur les bourses d'excellence des organismes subventionnaires. Alors, je me présente, je suis Carole Lalonde, je suis la vice-doyenne à la Faculté des études supérieures et postdoctorales et aujourd'hui, je suis avec Marie-Claude Dubo et France Gratton du Bureau de bourse et de l'aide financière. Le webinaire aujourd'hui va être enregistré et il va être accessible en web, en rediffusion là, sur le web. Donc, si vous avez des points sur lesquels vous voudrez revenir, ben, ils seront accessibles via l'enregistrement. Donc, pour aujourd'hui, on va, peut-être que ça se fait automatiquement, mais il faudrait vraiment laisser vos micros et vos caméras désactivés là, pour toute la durée de la présentation. Et surtout le contenu qu'on est un très, très grand nombre là, de participants, ce dont on est très fiers et contents. Mais pour que tout fonctionne bien et que le réseau supporte le tout, on vous demanderait donc de garder vos micros et vos caméras désactivées. Si vous avez des questions, ben, vous pourrez les mettre là, dans la section du clavardage. Alors, l'ordre du jour va se présenter comme suit. Dans un premier temps, des informations pratiques sur les programmes de bourse des organismes subventionnaires vont vous être communiqués. Par la suite, on va enchaîner avec quelques conseils utiles pour la préparation de votre demande pour que vous ayez maximisé vos chances d'obtenir la bourse. Et dans un troisième temps, on aura le témoignage précieux d'un membre professeur, donc ce sera le professeur Thierry Belliquick, qui a déjà et peut-être encore membre de comité de sélection de ces bourses-là. Alors, il va pouvoir vous témoigner de son expérience et peut-être là aussi compléter avec quelques conseils. Alors, donc, sans plus tarder, Marie-Christine, je crois que Oui, c'est toi qui enchaîne. exactement. Bonjour, bienvenue à tous. Merci d'être présents en si grand nombre. Je commence. On peut changer, Marianne, de diapositive. Juste avant de débuter sur la présentation là, des organismes subventionnaires fédéraux et provinciaux, juste vous mentionner que la plupart des bourses qu'on présente aujourd'hui sont majoritairement destinées aux personnes ayant la citoyenneté canadienne ou étant résidents permanents. Toutefois, les conseils pratiques ainsi que le témoignage là, de notre expert à la fin peut être utile là, dans toute composition de demande de bourse. On commence avec les présentations des organismes subventionnaires. Au niveau fédéral, il y en a trois. Il y a le CRSH, le CRSNG et les IRSC. Les organismes subventionnaires ont chacun un mandat respectif. C'est ce qui définit les domaines de recherche qu'ils vont financièrement appuyer. Le CRSH, pour sa part, finance la recherche dans le domaine des sciences humaines, sociales, les arts, les lettres et la musique. L'être humain, finalement. Le pendant provincial là, du CRSH, le Fonds de recherche du Québec, secteur société et culture. Le CRSNG, pour sa part, offre du financement dans les domaines des sciences et génie et doit viser principalement l'avancement des connaissances dans l'un des domaines des sciences naturelles et du génie. Le pendant au provincial et le FRQ, secteur nature et technologie. Et finalement, les IRSC financent toute recherche qui vise à améliorer ou avoir une incidence sur la santé en général, ses produits et ses services. Et au provincial, le pendant et le FRQ, secteur santé. On peut passer à la prochaine diapositive. Comment choisir le bon organisme? En fait, ce n'est pas le programme d'études qui définit l'organisme à choisir, mais bien votre projet de recherche. Par exemple, une personne étudiant en architecture, mais qui aurait un projet de recherche qui traite de technologie de numérisation, modélisation, devrait envoyer sa demande au CRSNG. Pour la plupart d'entre vous, le choix de l'organisme pensionnaire va être très clair dès le départ, mais il y a certains domaines de recherche qui sont assez multidisciplinaires, qui pourraient relever d'un mandat de plus d'un organisme. Par exemple, la psychologie, les études en gestion, la géographie. Donc, ce qu'on vous conseille en cas de doute, c'est de communiquer directement avec les organismes en leur écrivant une description du projet de recherche afin de vous assurer que votre recherche est compatible avec leur mandat.
Puis on vous mentionne aussi de prévoir un délai de quelques jours avant d'obtenir une réponse, là, surtout pendant la période des concours où les organismes reçoivent un lot de courriels assez important. L'organisme pourrait refuser une demande là, si juge qu'elle fait plutôt référence à un autre organisme subventionnaire. Ils ne vont pas transférer entre organismes subventionnaires. C'est vraiment votre responsabilité d'envoyer votre dossier au bon organisme. On vous conseille d'appliquer aux 2 paliers de gouvernement, c'est-à-dire les organismes fédéraux et les organismes provinciaux. Juste un petit mot, là, je pense qu'on l'a dit, mais on va adresser les questions seulement à la fin. Donc, on vous invite à les mettre dans le Q&A parce que je pense que le chat est désactivé. On va répondre seulement à la fin. Oui, on peut passer au prochain. Donc, je vais continuer avec la présentation des différents programmes de bourse. Donc, on peut aller à la prochaine. Donc, on va commencer par parler en fait des bourses d'études supérieures du Canada à la maîtrise. Donc, ici, l'objectif de ces bourses, c'est d'encourager les étudiants hautement qualifiés à entreprendre ou à poursuivre des études supérieures. Le programme est uniformisé pour les 3 organismes, donc pour le CRSH, CRSNG et les IRSC, le programme est le même. Les bourses, à partir du prochain concours, donc pour les concours du premier, avec la date limite le 1er décembre, sont de 27 000 pour 12 mois et ne sont pas renouvelables. Pour être admissible, bon, vous devez être citoyen canadien ou résident permanent ou être encore une personne protégée en vertu des lois sur l'immigration. Vous devez aussi avoir une moyenne de 3,67 pour chacune des 2 dernières années et non pas des 2 années combinées. Donc, on ne prend pas la moyenne des 2 dernières années, mais vraiment chacune séparément là, pour le calcul de l'admissibilité. Vous devez aussi avoir terminé au maximum 12 mois d'études à temps plein dans votre programme au 31 décembre de l'année de la présentation de la demande. Il y a quand même plusieurs autres critères d'admissibilité, donc je vous invite à consulter la description du programme là, pour tous les critères là, pour ce concours. Je vais passer à la prochaine. Donc, comme mentionné un petit peu plus tôt, la date limite pour présenter la demande pour les bourses de maîtrise est le 1er décembre à 20 h pour tous les étudiants et toutes les universités. Donc, ensuite, le portail ferme. Donc, on vous invite à vous prendre quand même un peu d'avance. Ça arrive là, vers la fin, là, surtout le 1er décembre, là, dans les heures avant le 20 h, que le portail est un peu plus lent et qu'il y a des petits problèmes de connexion. Donc, on vous invite vraiment là, à vous prendre d'avance là, pour déposer votre demande. Les étudiants peuvent présenter une demande de bourse dans l'un des 3 organismes subventionnaires fédéraux. Donc, c'est tout le même portail, le portail de recherche Tri-Conseil. Vous pouvez aussi faire une demande jusqu'à dans 3 universités. Donc, on vous invite à sélectionner les universités pour lesquelles soit vous êtes déjà inscrit ou que vous prévoyez présenter une demande d'admission. Autre critère super important, donc qui varie d'une université à l'autre. Donc, c'est sûr que si vous faites des demandes dans d'autres universités, on vous invite à communiquer avec eux là, pour connaître leurs critères par rapport au relevé de notes. À l'Université Laval, on demande des relevés de notes officiels qui doivent être émis au plus tard pour la session d'automne 2024. Donc, on veut voir le nombre de mois d'études de votre programme et votre moyenne pour pouvoir vérifier votre admissibilité. Donc, ils doivent aussi être complets, donc inclure tous vos études de premier cycle qui a été fait à l'Université Laval ou ailleurs et les études au cycle supérieur si c'est le cas pour vous. On vous invite aussi à écrire au registraire quand même assez rapidement, donc de faire vos demandes de relevé de notes officielles le plus tôt possible, parce qu'il y a quand même des délais aussi administratifs là, pour recevoir vos relevés de notes. Toutes les universités font leurs offres de bourse le 1er avril, donc c'est important de vérifier à partir de cette date-là sur le portail si vous avez reçu une offre de bourse, mais aussi tout au courant de l'année jusqu'au 31 décembre suivant, parce qu'il y a des bourses qui se libèrent en cours d'année, donc vous pouvez recevoir une bourse un peu plus tard si vous êtes un candidat substitut. On peut passer à la prochaine diapo. Quelques petites statistiques. Donc, c'est ce que vous voyez à l'écran, c'est les statistiques de l'an passé. Donc, on avait reçu pour le CRSH 115 demandes admissibles. On avait un quota de 49. Notre taux de succès était donc de 43 %. Pour le CRSNG, on a reçu 98 demandes, un quota de 34, donc un taux de succès de 35. Pour les IRSC, 40 demandes admissibles, 31 de quota, donc un taux de succès de 78. Le quota, en fait, c'est le nombre de bourses qu'on a à l'Université Laval qu'on peut attribuer aux candidats admissibles qu'on reçoit. Pour cette année, donc pour le concours qui est actuellement ouvert, les quotas sont les mêmes que l'année passée, donc 49 pour le CRSH, 34 pour le CRSNG et 31 pour les IRSC.
Donc, je vais passer la parole à ma collègue pour le programme de doctorat. Oui, donc le programme est uniformisé pour le doctorat, en fait, pour les 3 organismes, mais il y a quand même des différences là, comparativement à la maîtrise où on a 3 plateformes de dépôt, une par organisme. Là, les montants que vous voyez ici, le 40 000 par année, c'est les nouveaux montants qui ont été annoncés là, avec la majoration, là, qui vont être effectifs à partir de septembre 2024. Maintenant, la bourse, par exemple, elle est d'une durée maximum de 36 mois, et ça pour tous les organismes. Dans les critères d'admissibilité, un peu comme la même chose que pour la maîtrise, il y en a quand même plusieurs. Donc, je vous invite à consulter la fiche complète là, pour vous assurer que vous êtes bien admissible et en cas de doute, nous écrire. Là, on pourra valider avec vous cette information-là. C'est une bourse qui s'adresse à la clientèle là, citoyenne et citoyens canadiens, les résidents permanents, les personnes protégées en vertu de la loi sur l'immigration et la protection des réfugiés. En termes d'admissibilité aussi, vous devez avoir terminé au plus 24 mois d'études à temps complet dans le programme de doctorat au 31 décembre 2024. Vous pouvez avoir fait jusqu'à 48 mois, mais seulement pour les bourses ES du CRSH. L'admissibilité du nombre de votes tient compte de toutes les études effectuées par les candidats en vue de satisfaire aux exigences du programme d'études supérieures pour lequel vous déposez la demande de bourse. Il peut aussi avoir une différence dans le nombre de mois le maximum que vous pouvez avoir fait là, pour les programmes conjoints, les passages accélérés. Donc, si vous êtes dans cette situation-là, je vous invite à aller vraiment sur la description du programme où on détaille là, vraiment là, la différence pour ces programmes d'études. Les programmes de doctorat qui sont admissibles doivent avoir une importante composante de recherche. Donc, ça doit aboutir à la réalisation d'une thèse, d'un projet de recherche important, un mémoire, une publication érudite, un spectacle, un récital ou une exposition dont le mérite est évalué par les experts de l'établissement comme exigence pour l'achèvement du programme. Donc, vous comprendrez que les maîtrises, les doctorats, pour les doctorats, en fait, la plupart du temps, c'est admissible. On a certaines exceptions là, seulement, mais en cas de doute, là, on vous invite là, à communiquer avec eux. Je vais passer à la prochaine diapositive. À faire attention, ici pour les bourses de doctorat, la date limite interne n'est pas la même, là, dépendamment de l'organisme. Donc, comment ça fonctionne pour le doctorat? Nous, ici, là, on fait une présélection à l'Université Laval. Donc, on vous demande de déposer votre dossier avant la date limite interne de l'Université Laval, puisque ça va être évalué par les comités internes à l'Université Laval, qui vont sélectionner les meilleurs dossiers qui ensuite vont être envoyés au comité national. Donc, on reçoit un quota de dossiers qu'on peut recommander pour la prochaine étape. Donc, c'est ici, là, ce que vous voyez à l'écran, c'est des dates limites internes à respecter. Donc, pour le CRSH, ce sera le 26 septembre. Le dépôt se fait via le système en ligne du CRSH. Le CRSNG, la date limite sera le 1er octobre et le dépôt se fait sur le système en ligne du CRSNG. Et IRSC, c'est aussi le 1er octobre, mais le dépôt se fait via RechercheNet. Donc, très important de respecter la date limite interne de l'Université Laval. Si vous allez sur le site officiel là, des organismes subventionnaires, vous pouvez peut-être voir la date du 17 octobre. Cette date-là, c'est vraiment pour les étudiants qui n'ont pas été inscrits dans une université avec quota dans la dernière année. Donc, si vous êtes inscrit actuellement à l'Université Laval, vous devez respecter la date limite interne de l'Université Laval. En concernant les relevés de notes, nous, on demande des relevés de notes officiels, puis qui comprennent en fait la session d'automne 2024, qui va nous permettre de voir là, votre inscription actuelle. Voilà. On peut y aller avec des petites statistiques. Prochaine diapositive, s'il vous plaît. Donc, ça, c'est les statistiques du concours de l'automne dernier. Pour le CRSH, on avait reçu 129 demandes. On avait un quota de 50. Finalement, après l'analyse au concours national, on a reçu 32 bourses, donc un taux de succès de 64 Pour le CRSNG, on a reçu 60 demandes, un quota de 67 et on a eu 28 bourses et le taux de succès était de 47,5 Donc, comme vous voyez, pour le CRSNG, on a un quota quand même important versus le nombre de dossiers qu'on reçoit. Donc, si vous êtes en fait dans un domaine des sciences, que votre projet de recherche là, touche le CRSNG, on vous invite grandement à déposer votre dossier parce qu'il y a des bonnes chances que celui-ci soit recommandé au concours national. Et les IRSC, 57 demandes admissibles, un quota de 29 et on a reçu 11 bourses là, pour un taux de succès de 38 Cette année, nos quotas sont un peu différents de l'année passée. Pour le CRSH, on a un quota de 57, pour le CRSNG, un quota de 69 et pour les IRSC, un quota de 30. Je vais laisser ma parole à France.
Donc, maintenant, on va parler de Vanier. Donc, le concours est actuellement ouvert aussi pour celui-ci. Donc, c'est des bourses prestigieuses qui s'adressent uniquement aux étudiants qui se démarquent par leur excellence, mais aussi par leur leadership exceptionnel et remarquable. Donc, c'est là qu'il y a la petite distinction avec les concours de doctorat réguliers. C'est des bourses de 50 000 par année pour un maximum de 3 ans. Au niveau des critères d'admissibilité, donc ça vous prend une moyenne supérieure à 3,67 ou l'équivalent. Donc, pour ceux qui ont des études ailleurs qu'à l'Université Laval, on vous invite à communiquer avec nous là, pour vérifier votre admissibilité par rapport à ce critère-là. Ce concours-là, en fait, est ouvert aux citoyens canadiens résidents permanents et aussi aux étudiants internationaux. Donc, vraiment, presque toutes les clientèles. Donc, c'est un des seuls concours du côté du fédéral qui est ouvert aux étudiants de l'international. Vous devez absolument débuter un premier doctorat et ne pas avoir fait plus de 20 mois d'études au 1er mai 2024. On vous invite à consulter aussi les critères du programme sur leur page web. Donc, il y a quand même plusieurs autres critères aussi d'admissibilité qui est important de respecter. L'année passée, on avait reçu 37 demandes admissibles. On avait un quota de 24. On a eu 7 boursiers, donc un taux de succès l'année passée de 29 %. Et pour le concours de cette année, on a aussi un quota de 24. Je vais passer à la prochaine diapo. Les demandes pour Vanier se font dans le portail RechercheNet. Notre date limite interne donc, est le 12 septembre, donc c'est quand même très, très prochainement. Donc la semaine prochaine, en fait. Les critères de sélection, un peu comme mentionné un petit peu plus tôt, c'est l'excellence académique et aussi le leadership exceptionnel et remarquable. Au niveau des relevés de notes, même chose que pour les autres concours, on demande des relevés de notes officiels. Pour ceux qui ont fait des études à l'étranger, on demande aussi obligatoirement un document qui explique le système de notation de votre pays. Je vais passer à la prochaine. Donc, on embarque dans les concours, en fait, maintenant du provincial, donc du Fonds de recherche du Québec. Les mêmes règles s'appliquent aux 3 secteurs. Donc, peu importe le secteur, c'est pratiquement les mêmes règles. Je vais quand même vous mentionner les petites particularités pour certains des programmes. Donc, si on commence avec le secteur société et culture, pour les bourses de maîtrise, vous devez en fait être inscrit dans un programme qui mène à la rédaction d'un mémoire de recherche. Donc, les programmes de maîtrise de type professionnel ne sont pas admissibles. Pour le doctorat, en fait, c'est 36 crédits alloués à la recherche qui doit être inclus dans votre programme, donc qui doit mener à la rédaction d'une thèse. Il n'y a pas de présélection à l'Université Laval pour les bourses des FRQ. Donc, tout se fait directement au Fonds de recherche du Québec. Côté, pour les petites particularités pour chacun des programmes, donc pour la maîtrise du côté secteur société et culture, ça vous prend une moyenne cumulative de minimalement 3,67 pour vos études de premier cycle. Et aussi, on ne peut pas avoir complété plus de 3 sessions dans votre programme d'études. La date limite pour autant la maîtrise que le doctorat, c'est le 1er octobre 2024 à 16 heures. Et pour le doctorat, vous ne devez pas avoir fait plus de 15 sessions, en fait, 14 sessions et moins à partir de la date de fin du concours, du 1er mai 2025. Donc, on peut passer au prochain secteur. Donc, le prochain secteur, nature et technologie. Donc, les mêmes critères s'appliquent que ce que j'ai mentionné précédemment. Les seules petites particularités, c'est au niveau de la moyenne cumulative pour le concours de maîtrise, donc qui est de 3,55 pour ce concours-ci. Et les dates limites qui changent, donc le 2 octobre 2024 pour nature et technologie. On peut passer au secteur santé. Parfait. Donc, du côté secteur santé, à la maîtrise, ça vous prend une moyenne minimale de B+ pour vos études de premier cycle. Et la date limite est le 3 octobre 2024 à 16 heures. Donc, pour les 3 secteurs, les demandes se font de façon électronique sur le site du FRQ. Donc, on peut passer à la prochaine diapo. Oui, donc c'est mon tour. Donc, dans les prochaines diapositives, on va tenter de vous fournir certains conseils qui pourraient être utiles lors de la préparation de votre demande. Donc, en premier, quelques conseils préparatoires. Préparez-vous à l'avance. Tout d'abord, on doit vous expliquer là, que les concours des bourses des organismes subventionnaires se déroulent sur un cycle d'1 an. Donc, à l'automne, comme en ce moment, c'est la période des concours. Les étudiants et les étudiantes soumettent les demandes avant les dates limites, que ce soit la date limite interne ou la date limite de l'organisme, dépendamment du concours. Pendant l'hiver, les comités de sélection se rencontrent et évaluent les demandes.
Ensuite, au printemps, souvent en avril, les résultats du concours sont annoncés par les organismes. Et si vous êtes récipiendaire, vous pourrez bénéficier de la bourse là, au plus tôt le 1er mai 2000, dans ce cas-ci, 2025. Si vous souhaitez obtenir du financement dès le début de votre programme d'études, il est conseillé de commencer vos démarches un an d'avance, finalement, un an avant la fin, avant le début de vos études. Prenez le temps nécessaire pour préparer une demande qui sort du lot, qui va laisser une impression. Ce sont des dossiers de candidature qui sont assez longs à monter, on en est conscient, mais et qui demandent de l'investissement autant de votre côté que pour les répondants, mais cela peut être très profitable dans votre parcours. Explorez les différentes possibilités. Donc, avant de commencer, faites tout d'abord une recherche sur les différents programmes de bourse. Il y a effectivement les bourses des organismes subventionnaires, c'est ceux-là qui sont les plus connus, les plus populaires, mais il y en a d'autres. Puis, on vous conseille aussi, comme on a dit précédemment, d'appliquer vraiment aux 2 paliers, gouvernement provincial et fédéral. Il y a aussi d'autres organismes qui peuvent offrir des bourses là, qui sont intéressantes. On vous conseille de faire un site là, une recherche sur le site de votre regroupement ou votre centre de recherche. Propose parfois des opportunités de financement qui sont vraiment reliées à votre domaine. Il y a les fondations, les entreprises privées, des regroupements comme MITAC, par exemple, qui peuvent offrir des bourses. On conseille également de faire une recherche dans le répertoire de bourses BBAF. Il y a plus de 3000 bourses qui sont affichées. Donc, puis s'il y a une bourse là, que vous voyez qui pourrait être intéressante pour vous, vous pouvez la mettre en favori. Comme ça, lorsque la bourse va ouvrir, vous allez recevoir une notification dans mon portail. Vérifiez votre admissibilité et respectez les consignes. Donc, il y a une différence entre les conditions d'admissibilité et les critères de sélection. Les conditions d'admissibilité déterminent si vous êtes admissible à soumettre une demande, tandis que les critères de sélection vous précisent comment votre dossier va être évalué. Au sujet des conditions d'admissibilité, prenez soin de bien lire la description de la bourse. L'ensemble des conditions sont indiquées. Il y a des conditions qui concernent le candidat, comme par exemple la citoyenneté, tandis que d'autres conditions vont concerner le programme d'études ou de recherche, comme par exemple là, votre domaine de recherche. On conseille aussi de prendre soin de respecter les instructions fournies par l'organisme en ce qui concerne le choix de la typographie, les marges, la pagination, parce que c'est des critères là, qui pourraient vous rendre, qui pourraient rendre votre dossier de candidature disqualifié. Les demandes sont transmises toujours électroniquement. Il faut porter attention au format, à la taille des pièces jointes aussi là, pour s'assurer que ça va bien se faire là, dans le dépôt du dossier. Puis également de s'assurer que votre demande a bien été transmise et reçue, là, de s'assurer que vraiment là, dans le système, ça a été complété puis que vous avez une trace là, de ça visuellement. Comprenez le processus et les critères de sélection. Quand c'est possible, renseignez-vous sur le processus de sélection. Est-ce qu'il y a une présélection universitaire? Si oui, c'est quoi le quota? Il y a combien de demandes généralement qui sont soumises? Ça va vous permettre d'évaluer vos chances de succès. Puis comme on le mentionnait plus tôt pour les conditions d'admissibilité, prenez soin de lire attentivement la description du programme. Vous allez trouver la liste des critères de sélection, mais aussi la pondération de la note accordée à ce critère-là et les indicateurs qui vont être utilisés pour baser l'évaluation des membres. Le comité de sélection devrait évaluer votre demande en se basant uniquement sur ces critères-là et cette pondération. La rédaction du projet de recherche. Donc, une bonne proposition de recherche répond généralement à ces questions. Pourquoi? Donc, le contexte, les enjeux actuels, la pertinence du projet. Quoi? Donc, le sujet ou le thème, la question de recherche, les objectifs. Comment? Le cadre théorique, la méthodologie, l'échéancier. Les experts ou les comités de sélection sont responsables d'évaluer la qualité de votre proposition de recherche. Donc, on conseille de formuler des questions et des objectifs de recherche précis, bien définis et réalistes, de fournir une description claire et détaillée de la méthodologie proposée, d'expliquer l'importance des travaux et des contributions prévues à la recherche. Rédigez votre proposition aussi dans un langage simple, précis et accessible. Soyez clair et assurez-vous d'être compris. Même si votre demande va être lue par des comités de sélection constitués de chercheurs, ce n'est pas tous des spécialistes dans votre domaine. Souvent, c'est des sous-comités qui sont assez multidisciplinaires. Donc, ils ne vont pas connaître nécessairement là, le détail de chacun des domaines de recherche. Pour faciliter la compréhension de votre demande, séparez votre texte avec des sections, en sections avec des titres précis et brefs. Et n'oubliez pas de numéroter les pages de vos pièces jointes. Pour le langage, évitez le jargon, les acronymes qui peuvent rendre le texte, votre demande en fait trop hermétique et difficile à lire.
démontrer que vous maniez bien le vocabulaire de recherche, c'est-à-dire les objectifs, les questions de recherche, la méthodologie et tous les concepts que vous utilisez évidemment. Attention aux fautes grammaticales, aux erreurs de frappe et de syntaxe. Demandez conseil autour de vous là, pour la relecture, évidemment. En fait, on conseille même par quelqu'un qui ne connaîtrait pas votre sujet de recherche, mais qui aurait une expérience en rédaction scientifique. Cette personne va pouvoir vous donner des conseils sur la façon de présenter votre projet là, pour le rendre plus éloquent et compréhensible. Faites appel à des pairs, des professeurs ou des anciens boursiers en vue de recueillir leurs commentaires. D'ailleurs, conjointement avec la FESP, le Bureau des bourses a mis en place là, un programme de jumelage d'anciens boursiers avec des étudiants qui veulent déposer une demande. Donc, si vous êtes intéressé par ce service, en fait, vous pouvez nous écrire là, dans les prochains jours. On pourra faire un jumelage, là, puis vous allez pouvoir recevoir là, des conseils d'anciens boursiers pour améliorer votre demande de bourse. Oui, donc c'est à mon tour. Au niveau des critères de sélection, maintenant, on va prendre un moment pour en parler. Donc, généralement, les bourses d'excellence au cycle supérieur évaluent évaluent les dossiers par rapport aux 3 critères que vous voyez à l'écran. Donc, la pondération peut varier aussi d'un concours à l'autre, mais c'est souvent les 3 mêmes critères là, qui reviennent. Donc, entre autres, il y a l'excellence académique, il y a l'aptitude et le potentiel en recherche, et aussi, là, en 3e critère, vous avez excusez-moi, très petit, expérience et réalisation au sein et à l'extérieur de votre université. Donc, si on commence avec le premier critère, donc l'excellence académique, ce qui va être évalué là-dedans, en fait, c'est votre dossier universitaire. Donc, votre moyenne cumulative, les bourses que vous avez eues, les prix, les distinctions, puis aussi indiquer toutes les bourses de mérite que vous avez obtenues dans cette section-là. Puis aussi indiquer toutes les mentions spéciales que vous avez reçues, les tableaux d'honneur, donc vraiment tout ce qui vous distingue là, des autres candidats. Dans cette section-là aussi, il y a la progression, la durée de vos études qui est évaluée. Donc, si jamais vous avez eu des interruptions dans vos études ou des circonstances là, qui vous a fait que vous avez pris plus de temps pour faire votre programme, donc on vous suggère fortement d'utiliser la section circonstances spéciales. Je pense que pas mal tous les concours, il y a cette possibilité-là de justement venir expliquer votre parcours quand il y a des petites choses là, qui sont un peu hors normes. L'autre critère, donc l'aptitude et le potentiel en recherche. Ici, ce qui est évalué, c'est les expériences, les réalisations en recherche. Donc, tout ce qui est ce que vous avez fait comme chercheur, finalement, là, donc les contributions, les articles scientifiques, communication orale, affiches, des livres, des chapitres de livres, des comptes rendus. Bref, tout ce que vous avez fait là, dans votre carrière de chercheur. Puis aussi indiquer tout ce que vous avez fait comme vulgarisation scientifique aussi, ça peut être super intéressant de le rajouter. Il y a aussi la qualité de votre projet proposé qui est évalué dans cette section-là. Donc, c'est à partir de votre proposition de recherche que le potentiel va être évalué. C'est super important, en fait, de bien l'écrire et, un peu comme ma collègue le mentionnait, de le faire relire par d'autres personnes pour s'assurer que c'est bien compris et que c'est quelqu'un qui n'est pas dans le domaine comprendrait là, la valeur de votre projet. Donc, c'est vraiment un gros morceau là, de votre domaine. La qualité des contributions, ici, ça va être le statut de vos articles qui va être important à indiquer. Donc, est-ce que votre article est soumis? Est-ce qu'il est accepté? Est-ce qu'il est publié? Préciser aussi, c'est aussi dans une revue avec ou sans comité de lecture, c'est super important. Pour les ouvrages qui sont collectifs, donc d'indiquer le nombre de collaborateurs avec qui vous avez contribué. Pour les communications orales aussi, indiquer si vous étiez invité, c'est super important de le mentionner. Le type et le nombre de contributions varie beaucoup d'un secteur de recherche à l'autre. Donc, sous-estimez pas les expériences que vous avez, mais indiquez vraiment tout ce qui peut être pertinent là, dans votre domaine. Le 3e critère, c'est l'expérience et les réalisations pertinentes au sein et à l'extérieur de l'université. Donc, ici, on retrouve tout ce qui est expérience professionnelle, les implications parascolaires, les aptitudes à la communication, à la gestion et au leadership. Et tout ça, c'est évalué. Est-ce que vous avez fait de la gestion de projet, organiser des conférences ou des réunions, fait du bénévolat dans des organismes. Donc, tout ça, ça va vraiment être important de le noter. Aussi, si vous avez été membre d'une association étudiante, si vous avez fait du mentorat aussi, super important de l'écrire à cet endroit-là. Bref, toutes les activités qui démontrent votre capacité de leadership et de communicateur. On va passer à la prochaine diapositive.
Les lettres de recommandation, c'est assez important, là. Donc, bien choisir le répondant. Choisissez un répondant qui vous connaît bien, qui est en mesure de témoigner de vos réalisations par des exemples concrets. Idéalement, votre directeur de recherche ou un professeur. Prenez soin de discuter avec votre répondant. Fournissez-lui des informations sur vous, les points forts de votre candidature, vos expériences et réalisations, euh, votre programme, votre cheminement, vos résultats scolaires. Parce que, comme vous savez, là, il y a des professeurs qui reçoivent plus d'une demande là, de lettres de recommandation. Donc, c'est important de leur fournir un peu de contenu là, pour la lettre. Et prenez-vous à l'avance pour le contacter, le répondant. Dans la mesure du possible, évitez de lui imposer un délai trop court. Les professeurs sont souvent débordés, surtout à cette période-ci des concours de bourse. Et se prendre à l'avance, là, c'est toujours apprécié, puis ça permet aussi de s'assurer d'une certaine qualité de la lettre. Donc, on va être rendu en fait au témoignage d'un membre de comité de sélection. Oui. Je Oui, peux présenter oui, peut-être. Hein? oui, allez-y. Je vais présenter. Donc, merci, France et puis Marie-Claude. Alors, pour compléter, on a la chance d'avoir avec nous le professeur Thierry Bilquick. Alors, bonjour, Monsieur Bilquick. Monsieur Bilquick est professeur titulaire au département de littérature, théâtre et cinéma, à la faculté des lettres et des sciences humaines. Et il a été membre de jury, bon, là, les dates que j'ai, le 2022 à 2023, puis le concours 2024-2025, donc bourse postdoctorale Banting, et membre du jury 2022, 2023 et 2024-2025 des bourses au doctorat du CRSH, donc c'est au comité nationaux. Alors, donc, vous avez des informations sûrement précieuses, hein, professeur Bilquick, à partager avec les étudiants. Alors, je vous donne la parole. Bien, je vous remercie. Un petit peu aussi le privilège de l'avancement en carrière, c'est qu'on acquiert une certaine expérience. Et là, je suis actuellement directeur du département, j'étais doyen, j'étais au cabinet du recteur, et donc on a une vision un petit peu d'ensemble. Et on voit, ma première remarque, c'était depuis une vingtaine d'années, il y a quand même une tendance assez nette à ne plus exclusivement considérer les performances des moyennes cumulatives, qui sont toujours importantes, mais on sent un mouvement fort où on prend en considération un certain nombre d'autres savoirs, d'autres savoir-faire, et donc n'hésitez pas surtout à faire valoir aussi hein, le facteur humain hein, dans votre demande, sans bien évidemment pour le comité négliger les acquis et les performances scolaires. Alors, dans ce que je vais dire, il y a 3 temps, vous expliquer un petit peu comment ça marche, évidemment, concrètement, donc qui vous lit, quel est le processus, et puis quelques conseils, et certains vont reprendre, bien sûr, ceux que vous avez énoncés assez logiquement, peut-être pour préparer la demande qui soit la meilleure possible. Alors, qui vous lit, donc, mon expérience plus récente, hein, c'est donc le comité fédéral pour les bourses doctorales, donc au CRSH, et les bourses postdoctorales Banting, qui représentent un peu l'équivalent postdoctoral des bourses Vanier. Alors, ce que je dois dire d'abord, c'est que je reviens sur ce qui a été dit. Vous avez des comités qui regroupent des experts dans des domaines connexes, et vous comprenez bien que un évaluateur peut avoir sur la liste des demandes qu'il a évaluées une proposition qui n'est pas nécessairement strictement dans son domaine de compétences. Donc, dans les recommandations que je vais faire tout à l'heure, effectivement, gardez bien ça à l'esprit. Alors, ce sont des comités qui peuvent varier en fonction du nombre de demandes. Nous, en général, on est 10, 12 évaluateurs bilingues. Donc, il y a aussi le souci, bien sûr, du CRSH d'aller recruter des personnes qui sont capables d'évaluer des demandes dans les 2 langues. Il y a 2 évaluateurs par demande, un évaluateur A et un évaluateur B. On nous demande des notes au 10e, hein, cela pour éviter les notes qui seraient trop semblables. Alors ça, c'est extrêmement important. Il va y avoir
une trentaine de dossiers à peu près à évaluer par expert, par membre du comité. Les notes sont à rendre déjà avant Noël, hein, il y a un premier travail qui est déjà fait. Et puis, lorsque les notes sont entrées, la machine, le logiciel va repérer toutes les demandes dont les évaluations conjointes témoignent d'un écart d'1,5 ou plus. Dès lors qu'il y a un écart d'1,5 ou plus entre deux évaluations d'une même demande, il y a sollicitation d'un troisième avis, hein, d'un troisième donc, membre du comité qui va aussi donc évaluer la demande et à la suite de cette troisième, alors il y aura des discussions à l'occasion des rencontres dont je vais vous parler dans quelques minutes. Donc, premier point, soyez assurés que vraiment tous les membres du comité ont à cœur de faire les lectures les plus précises, les plus honnêtes possibles, mais de votre côté, effectivement, je vais revenir, il faut leur faciliter la tâche, hein, ça a été dit, et c'est extrêmement important. Alors, ce qu'il faut dire aussi, c'est depuis quand même quelques années maintenant, nous sommes accompagnés dans nos réflexions, dans nos échanges, par un conseiller EDI, donc un conseiller équité, diversité, inclusion. C'est extrêmement important. Nous devons suivre aussi une formation sur le biais cognitif. Donc, il y a aussi une formation qui est obligatoire pour les membres du comité sur les enjeux donc, posés par le biais cognitif. Il y a bien sûr toute une formation aussi sur ce qu'est un conflit d'intérêts. Hein. Donc, vous avez tout un nombre de balises hein, qui sont quand même très bien en place et qui garantissent, si vous voulez, le sérieux du processus. Alors, lorsque les notes entrent aussi, il y a ce qu'on appelle un travail de calibrage ou de lissage. C'est-à-dire, depuis quelque temps maintenant, il n'y a plus de distribution forcée des notes pour un évaluateur. Il fut un temps, lorsque nous avions à évaluer 30, 35, 40 demandes, on nous demandait tant de pourcentage de vos évaluations doivent se tenir dans cette fourchette, tant dans celle-là, tant dans celle-là. Ce n'est plus le cas aujourd'hui, il n'y a plus de distribution forcée. Parce que, effectivement, compte tenu du nombre, nous avons été plusieurs à dire que nous avions la chance d'avoir des propositions exceptionnelles et qu'il n'était pas juste pour l'étudiant d'être classé dans une catégorie tout simplement parce qu'il fallait respecter les quotas. Donc ça n'existe plus. À votre attention aussi, très important, dans la formation que nous recevons, sont dites les choses suivantes. Dans votre évaluation, la question du mérite, c'est-à-dire l'argument un peu d'une demande méritoire, ne doit pas être pris en compte. Pas plus que le besoin financier, pas plus que la pertinence sociale de la discipline. Vous savez, ça c'est très important. Il y a des disciplines qui sont, je dirais, plus fondamentales, entre guillemets, que d'autres, qui n'ont pas d'application pratique immédiate évidente. Et il ne faut pas que les demandes qui émanent de ces domaines-là soient défavorisées, tout simplement parce qu'elles n'ont pas, si vous voulez, d'applicabilité, si j'ose dire, sociale, immédiate et évidente. Tout ça pour vous rassurer, encore une fois. Et nous avons aussi cette consigne que le choix de l'université ne doit en aucun cas influencer l'évaluation. Donc, vous voyez, la question du mérite, du besoin financier, de la pertinence sociale de la discipline et du choix de l'université ne joue pas. Nous nous intéressons à la qualité intrinsèque du projet. Ça, c'est très important aussi pour vous rassurer encore une fois. Et je le répète encore, il n'y a plus de distribution forcée. Donc, vraiment, nous pouvons en toute liberté donner au dossier que nous avons évalué la note que nous pensons juste. Alors, nous avons, en tout cas, c'était jusqu'à ce que je parte en année d'études, nous avions 2 catégories, aptitude et potentiel sur 6 points. Et nous avions expérience et réalisation sur 6 points. Et donc, nous sommes amenés, nous avons une fiche, et puis nous sommes amenés donc à noter, argumenter ces 2 points. Et bien sûr, dans les rencontres que nous avons, les évaluateurs A et B peuvent bien sûr discuter. Puis, il y a un consensus, donc dans la limite de ce que j'ai évoqué tout à l'heure de l'écart type.
il n'y a pas de discussion et la décision des deux membres d'évaluation est entériné. Donc, dans le cas que j'évoquais, où il y a un écart d'1,5, il y a discussion. L'autre cas, évidemment, c'est pour lorsque nous arrivons à la zone de partage, hein, c'est-à-dire que le budget est épuisé, il y a une discussion systématique sur les demandes qui sont périphériques à cette ligne. Ça peut aller 5, 8, 10 en amont, en aval de cette ligne, repasser pour nous assurer que toutes les demandes dont nous estimons qu'elles méritent d'être financées le sont. Donc, vous voyez, systématiquement, autour de la zone de partage, il y a révision pour faire le travail le plus fin possible. Alors, voilà, ceci pour vous rassurer sur la préparation donc aussi des experts, la présence du conseiller EDI, et puis la question du calibrage. Alors, le calibrage, c'est finalement aussi une opération qui vise quand même à donner une alerte s'il y a un évaluateur particulièrement plus sévère que les autres ou particulièrement plus généreux. J'ai évoqué le fait qu'il n'y avait plus de distribution forcée, mais il peut y avoir l'effet inverse. Il y a des natures plus généreuses que d'autres. Alors là, il y a aussi, bien sûr, c'est le rôle de la présidence du comité, c'est le rôle aussi donc de la, comment dirais-je, du logiciel qui va repérer et qui va alerter et inviter, le cas échéant, un évaluateur, une évaluatrice à peut-être réévaluer si la notation est massivement positive ou massivement négative. Donc, il y a aussi ce travail de calibrage et nous avons en général une séance aussi qui inclut la question donc du calibrage et du lissage en quelque sorte. Tout ça pour qu'il y ait plus grande justice en fait dans le classement des propositions. Voilà. Alors, ça, ce sont les points qui me semblent importants. Donc, en préparation des experts, le sérieux de l'évaluation et l'attention que nous portons vraiment à accorder vraiment aux demandes qui sont méritoires les bourses qu'elles méritent. Donc, voilà pour le processus. Nous sommes accompagnés aussi de l'agent responsable du programme au CRSH avec qui nous sommes en relation permanente et avec qui nous obtenons, en fait, auprès de qui nous obtenons tous les renseignements possibles. Nous disposons d'outils aussi dans l'intranet du CRSH. Voilà. Donc, les choses se font très sérieusement. Alors, voilà. Donc, qui lit? Quel est le processus? Donc, c'est les premiers points sur lesquels je voulais insister. Alors, peut-être maintenant, quelque chose qui vous concerne, qui vous, encore plus directement, bien sûr, c'est comment réussir en fait à produire la meilleure demande possible. Je reprends certains éléments, mais c'est important de le répéter. Première chose, appuyez-vous sur les ressources existantes, c'est-à-dire ressources locales. Elles peuvent être le groupe de recherche, ça peut être le département, la direction de programme, évidemment votre directrice, directeur de thèse, des camarades qui sont passés par ce processus l'ont obtenu. Donc, n'hésitez pas à vous appuyer sur les ressources, et elles sont très nombreuses à l'université et dans les facultés. Donc, n'hésitez pas à vous en prévaloir. Le deuxième point important qui a été évoqué également, c'est faites-vous relire. Faites-vous relire pour deux choses. Effectivement, parler de la qualité de la langue, la qualité de la présentation, le respect des consignes. Parce que lorsque vous avez 30, 35 demandes à évaluer, très rapidement, il peut y avoir des réactions, disons, plutôt négatives si l'on voit que les consignes ne sont pas respectées en termes de qualité de présentation. Soyez rigoureux dans le respect des consignes. Elles vous sont données pour une bonne raison. Cette bonne raison, c'est un petit peu le mot-clé, c'est la question de la lisibilité. Il faut que votre demande soit lisible. Alors, lisible comment? Par le respect des consignes qui vous sont données, par aussi par le respect de la langue dans laquelle vous présentez cette demande. Pour cela, il a été dit, c'est très important aussi, n'attendez pas effectivement la dernière minute parce que soit pour les lettres de recommandation ou pour les personnes qui vont vous relire, la qualité du travail qui sera fait sera à la mesure du temps que vous leur aurez laissé. Et puis, s'agissant de la lisibilité aussi, c'est
même si vous avez des comités qui sont constitués d'experts, l'expert, par définition, n'est pas expert en tout. Et donc, être lisible, c'est aussi, je dirais, ne pas avoir peur d'être simple. Parfois, dans un effort de démonstration de ce que l'on sait, on va rester un petit peu enfermé dans un type de vocabulaire qui n'est pas nécessairement le vocabulaire partagé par d'autres disciplines, même connexes, ou même par champ théorique. Et donc, il faut faire très attention à être lisible. Il faut faire attention aussi à clairement indiquer l'état des lieux du travail. C'est-à-dire, on lit des demandes, on a l'impression que la personne arrive dans un terrain qui n'a jamais été étudié et que là, il y a quelque... Non, quel est l'état des lieux et en quoi vous apportez quelque chose, en quoi vous... plus vous allez faire ce travail de démonstration lisible de la qualité de l'apport de votre travail, donc en d'autres termes, plus vous facilitez le travail de votre évaluateur, plus vous avez de chances également de retenir son attention. D'accord? On a pu voir des projets à l'évidence qui ont quelque chose, mais la qualité de la présentation ne suit pas, il y a de la confusion et ça nuit à la demande. La clarté, c'est la simplicité, n'ayez pas peur de la simplicité. Autre point qui parfois pose problème, et parce que là, nous avons des universités qui ont des modèles très divers. Assurez-vous de la totale lisibilité de vos notes, les moyennes. La dernière fois que j'ai participé à ce comité, nous avions des documents, des relevés de notes qui, pour nous, en tout cas, étaient absolument illisibles. Et il nous fallait des dizaines de minutes pour savoir où regarder. Il faut savoir faciliter, donc indiquer. Voilà, à l'issue de cette formation, la moyenne cumulative est 2. Parce que là, on a eu véritablement un problème. Et plus on perd de temps, plus ça, disons que ça entrave l'évaluation. Assurez-vous de clairement indiquer où l'on peut lire la note, la moyenne cumulative. On a eu cette difficulté avec certaines universités. Alors, voilà, je pense que ces points me semblent un petit peu résumer l'essentiel de ce que vous, devez faire. Tout à l'heure a été mentionné un point qui me semble important, c'est faites-vous le cas échéant lire par quelqu'un qui n'est pas de votre domaine. S'il est dans la mesure de vous comprendre, vous avez marqué un point. C'est une qualité, d'accord? Ayez cette qualité de clarté qui va faire en sorte que les deux personnes du comité qui vont vous lire vont être très rapidement capables de résumer, parce que nous avons ce travail à faire, nous, pour chaque demande. Lorsqu'on fait un rapport, on doit faire le rapport pour chaque demande. Un tel, voilà en 2 lignes son projet, en quoi il se démarque, quel est son apport. Et lorsque nous avons parfois entre nous, ça arrive, des dissensus, hein, et surtout quand on approche de cette zone-là où on discute un peu fermement de qui doit l'avoir et qui ne doit pas l'avoir, il faut que nous ayons des munitions, en quelque sorte, argumentatives. Et plus vous serez clair, plus vous dites, voilà ce que mon travail apporte, voilà ce que je me propose de faire par rapport à... Vous apportez aussi des arguments à votre évaluateur qui va d'autant mieux pouvoir vous soutenir qu'il a à sa disposition ces éléments clairs. Il doit faire tout ce travail d'argumentation lui-même, fouiller pour véritablement identifier la moyenne cumulative qu'il faut considérer, etc. Ça devient beaucoup plus difficile. Alors, voilà à peu près les éléments pour ma part sur lesquels je souhaitais insister, mais bien sûr, s'il y a des remarques, des questions, ben, je serai très heureux d'y répondre. Très bien, merci beaucoup, professeur Belkwick. C'est certainement des recommandations et des conseils fort précieux là, que vous nous avez communiqués et j'espère que nos étudiants pourront en bénéficier. Alors là, maintenant, Marie-Christine, bon, je vois qu'il y a beaucoup de questions. Je ne pense pas qu'on aura le temps de répondre à tout, mais c'est Marion qui
comment on Mais en fonctionne. fait, avant de débuter les questions, on va fermer l'enregistrement. Je ne sais pas si il y a un Oui. dernier mot à dire avant, avant qu'on ferme. Je pense que ça fait le tour, à part de Parfait. remercier là, formellement là, le professeur Belquick. Là. Oui, on peut maintenant mettre fin à l'enregistrement. Et peut-être juste